Tout commence dans les hauteurs brumeuses de l'Éthiopie. Quelque part entre les vallées profondes et les arbres feuillages épais, là où les hommes vivent encore au rythme du vent et des troupeaux. La légende raconte qu'un jeune berger nommé Kaldi observait un jour ses chèvres. Depuis quelque temps, il avait remarqué un comportement étrange, une agitation soudaine, des bonds nerveux, une énergie presque fébrile, comme si elles avaient découvert un secret que lui ignorait. Curieux, Kaldi les suivit et découvrit qu'elle mangeait de petites baies rouges, brillantes, poussant sur un arbuste au feuillage vert foncé. Intrigué, il en goûta lui-même. Très vite, il sentit son corps s'éveiller, sa pensée s'aiguiser, et une chaleur montait en lui. Il venait sans savoir de croiser le destin du monde. Ce récit, enjolivé par la tradition, nous vient des hauts plateaux d'Éthiopie, et il constitue le premier chapitre mythique de l'histoire du café. Peu importe qu'il soit vrai ou non, il dit quelque chose d'essentiel. Le café est, dès l'origine, associé à l'éveil, à une forme d'énergie nouvelle, presque magique. Depuis des siècles, faire du café rythme les débuts de journée de millions de personnes à travers le monde. Qu'on le boive seul, en silence, ou partagé dans une rue bruyante d'Istanbul ou dans un bistrot parisien, le café est un rite, un lien social, une industrie, une arme politique, un parfum d'exil et de conquête. Et pourtant, ce liquide noir que l'on verse machinalement dans une tasse chaque matin cache une histoire vertigineuse. Une histoire faite de montagnes éthiopiennes, de monastères soufis, de contrebandes audacieuses, d'esclavage sur les plantations, de révolutions bourgeoises dans les cafés européens et de multinationales modernes aux ramifications mondiales. Ce que nous appelons café a traversé les civilisations, les interdits religieux, les guerres commerciales et les révolutions industrielles. Il accompagnait les pensées d'écrivains, de philosophes, de révolutionnaires, mais aussi les silences d'innombrables travailleurs matinaux. C'est une boisson de l'ombre, devenue le carburant discret du monde moderne. Dans cet épisode de la Ganip, plongez dans l'histoire du café, de ses origines légendaires dans les montagnes d'Éthiopie à sa conquête de l'Europe. Des cafés ottomans aux plantations coloniales, jusqu'à l'essor du café contemporain, entre luxe, écologie et nouvelles habitudes urbaines. Cependant, l'histoire documentée du café comme boisson commence un peu plus au sud-est, dans la péninsule arabique, sur les côtes du Yémen, entre le XIIIe et le XVe siècle. Là, dans les monastères soufis, les moines utilisaient les grains de café pour prolonger leur veille nocturne, lors des prières, des méditations ou des danses rituelles. Le café préparé sous forme d'infusion devint un outil spirituel, un moyen de rester éveillé tout en gardant l'esprit clair, disponible et réceptif. Ce n'était pas seulement une boisson stimulante, c'était un instrument de vigilance mystique. Le café, qu'ils appelaient alors tahwa, était considéré comme une aide précieuse pour atteindre un état d'élévation. Loin des simples plaisirs du palais, il était un soutien à la quête intérieure. Rapidement, cette pratique se diffusa hors des murs des monastères. On commença à boire du café dans les ports, les marchés, puis dans les lieux spécifiquement dédiés à cette nouvelle boisson. Le café devenait social, collectif, urbain. Mais avant d'atteindre les grandes cités du monde musulman, puis l'Europe, il faut d'abord comprendre ce que qahwa signifie. En arabe, ce mot renvoie à l'idée de quelque chose qui empêche le sommeil, mais aussi un breuvage d'origine noble, parfois même au vin. Ce n'est pas un hasard, le café était perçu comme un équivalent sacré, un vin de l'esprit qui éveillait sans enivrer. Ainsi naît le café, à la croisée du mystique, du végétal et de l'humain. Une plante discrète, découverte par hasard ou par révélation, transformée par la main de l'homme en une boisson chargée de sens, de gestes et de promesses. Lorsque les premiers bateaux quittèrent les ports du Yémen, transportant dans leurs cales des sacs de graines sombres et amères, nul ne se doutait que ces grains allaient changer à jamais le tissu social des villes musulmanes. À partir du XVe siècle, le café entame sa lente mais irrésistible ascension vers le nord. Depuis Mocha, port emblématique du Yémen, qui donnera plus tard son nom à un style de café. La précieuse marchandise gagne les terres saintes de l'islam, la Mecque
Médine, Le Caire et même Istanbul. Dans ces grandes cités du Proche-Orient, le café ne reste pas cantonné au cercle mystique. Il sort des monastères, s'installe dans les ruelles, s'infiltre dans les habitudes, peu à peu, on voit apparaître un lieu inédit, le café public, que l'on appelle qahwa ou maqha. Ces établissements modestes au départ vont devenir des centres de vie urbaine, comparables aux salons littéraires ou aux agoras antiques. On y vient pour boire, certes, mais aussi pour discuter, écouter, débattre, jouer aux échecs ou lire des poèmes. Le café devient un liquide social, un carburant de la parole et de la pensée. Dans les rues du Caire ou sous les coupoles d'Istanbul, on boit lentement, on écoute de la musique, on commente les nouvelles venues de loin et l'on goûte à une forme nouvelle de sociabilité. Très vite, ces cafés deviennent des lieux de friction intellectuelle. On y parle politique, religion, philosophie. Des conteurs récitent des épopées, des musiciens improvisent, des penseurs anonymes débattent des affaires du monde, à la lueur des lampes à huile. Le café devient un espace de liberté, parfois même d'insubordination douce. Et c'est précisément ce qui inquiète. Car dans les sociétés très hiérarchisées, où le discours est souvent contrôlé, un lieu où l'on se rassemble sans hiérarchie, où l'on discute sans retenue dérange. À plusieurs reprises, les autorités religieuses s'alarment. En 1515, à la Mecque, le gouverneur en poste ordonne la fermeture des cafés et la prohibition du café, jugeant cette boisson trop excitante, trop propice à l'agitation des esprits. Elle est accusée d'être comparable au vin, interdit par le Coran. Les savants religieux se divisent, certains y voient un instrument de débauche, d'autres un simple stimulant sans conséquence morale. Mais le café résiste. Il circule, contourne les interdictions, gagne en popularité. Même le sultan ottoman, après une période de méfiance, finit par l'adopter à sa cour. À Istanbul, les cafés fleurissent, il devient des piliers de la vie citadine, fréquenté par tous, marchands, poètes, juristes et simples passants. Le café s'impose non par la force, mais par le désir. Au début du XVIIe siècle, les premiers grains de café franchissent les portes de l'Europe chrétienne par Venise, la cité des marchands. La Sérénissime, carrefour des routes commerciales avec l'Orient, voit arriver des cargaisons mystérieuses en provenance de l'Empire ottoman. Parmi les épices, les soieries et les encens, ces grains bruns et amers intriguent. Les marchands vénitiens, en contact étroit avec Constantinople, la future Istanbul, sont les premiers à vendre ce nouveau breuvage, d'abord dans les cercles élitistes, puis dans les apothicairies, où le café est prescrit comme remède. On lui prête des vertus digestives, stimulantes, presque miraculeuses. Mais très vite, l'usage se répand. Dépassant les prescriptions médicales, le goût amer du café commence à séduire les palais européens, tout comme son effet d'éveil, si différent du vin ou de la bière, omniprésent à l'époque. Ce sont surtout les grandes capitales qui s'en emparent, Londres, Paris, Vienne. À Londres, les premiers cafés apparaissent dans les années 1650. On les appelle bientôt Penny Universities, car pour le prix d'un sou, on peut y accéder à des discussions intellectuelles, lire les journaux, écouter les dernières nouvelles venues du Parlement ou des colonies. Le café stimule, aiguise, rend plus vif. Il devient le carburant de la pensée moderne, un symbole de rationalité en plein siècle des Lumières. À Paris, le café entre d'abord par les mains des diplomates et des orientalistes curieux de tout ce qui vient du monde musulman. Le premier café public parisien ouvre ses portes en 1672, mais c'est surtout à partir du règne de Louis XIV que la mode s'impose. Le Procope, fondé en 1686, devient un lieu mythique. On y croise Voltaire, Rousseau, Diderot. Le café n'est plus seulement une boisson, il devient une institution intellectuelle. À Vienne, le café s'impose après le siège raté de la ville par les Ottomans en 1683. Selon la légende, les Viennois découvrent des sacs de grains abandonnés par l'armée turque en déroute. Ils en font une boisson à laquelle ils ajoutent sucre et lait, donnant naissance au fameux café viennois. Là encore, l'adoption du café prend un sens presque politique, transformer l'héritage de l'ennemi en raffinement domestique. Mais cette adoption n'est pas sans résistance. L'Église catholique,
en particulier, s'interrogent. Ce breuvage noir venu des terres de l'islam suscite la méfiance. Des voix s'élèvent, dénonçant une boisson du diable, propre à éveiller les passions, à troubler l'âme chrétienne, à détourner de la sobriété morale. Le pape Clément VIII, selon une célèbre anecdote, aurait été invité à goûter le café avant de le condamner. Séduit par son goût, il aurait déclaré « Laisser aux seuls infidèles le plaisir de cette boisson serait dommage ». Il en autorise alors la consommation, et le café gagne définitivement sa place dans le monde chrétien. Ainsi le café entre en Europe comme une étrangeté orientale, à la fois crainte et adorée. Il devient un marqueur de modernité, un espace d'échange intellectuel, mais aussi un miroir des tensions entre fascination pour l'Orient et rejet de l'autre. Boisson suspecte, boisson sacrée. Le café révèle déjà par sa seule présence les paradoxes d'une Europe en pleine transformation. Au XVIIIe siècle, le café n'est plus une curiosité orientale. Il est devenu une habitude quotidienne pour les élites, puis pour les classes populaires. Or, l'Europe ne peut se contenter de l'importer. Les grandes puissances coloniales, France, Pays-Bas, Portugal, Angleterre, comprennent vite que maîtriser la production du café, c'est maîtriser un produit stratégique. Et qui dit production, dit plantation. C'est le début d'un chapitre sombre dans l'histoire du café. Celui de la conquête, du déplacement de plantes, mais aussi de l'exploitation humaine. Les Hollandais, pionniers dans cette logique, introduisent au début du XVIIIe siècle des caféiers sur l'île de Java, dans l'actuelle Indonésie. Grâce à un climat favorable et à une organisation brutale du travail, Java devient l'un des premiers grands centres de production de café hors du monde arabe. Les Français, de leur côté, implantent le café dans les Antilles, Saint-Domingue aujourd'hui. Haïti devient une terre caféière majeure. De là, les plants de café sont introduits en Martinique, en Guadeloupe, puis ailleurs, dans les Caraïbes. Le climat tropical, les sols riches et la main-d'œuvre asservie forment les piliers d'une économie coloniale centrée sur la monoculture. Les Portugais, eux, transposent le café au Brésil, où la culture prendra une ampleur inédite. À partir du XIXe siècle, le Brésil devient le premier producteur mondial du café, un rang qu'il conservera pendant des décennies. Cette domination repose toutefois sur un socle stratégique, le travail forcé des esclaves africains. Dans toutes ces colonies, le modèle est le même. Plantation immense, exportation massive et exploitation brutale. Le café, pour se développer, exige des conditions que les puissances coloniales imposent par la force. Terres confisquées, populations déplacées, esclavage institutionnalisé, puis plus tard travail sous contrat, à peine plus libre. La plante, qui autrefois éveillait les esprits dans les cafés d'Istanbul ou de Paris, devient l'instrument d'un système économique violent et inégalitaire. Et pourtant, le café devient un pilier économique. Il figure parmi les produits coloniaux les plus rentables, aux côtés du sucre, du tabac et du coton. Les fortunes de plusieurs empires se bâtissent sur cette petite graine brune, désormais cultivée à l'échelle industrielle. Dans les ports européens, les sacs de café s'amoncellent, tandis qu'en arrière-plan, les voix de ceux qui l'ont récolté restent étouffées. Au XIXe siècle, le café suit l'évolution de la société. Il se démocratise. Les cafés ne sont plus réservés à l'élite, ils deviennent des lieux de rencontres populaires, où les ouvriers croisent des journalistes, où les étudiants lisent les journaux, où les artistes réinventent le monde. À Vienne, on parle de Café House Culture, une véritable culture de café, avec ses codes, ses journaux à disposition, ses serveurs en habits noirs et ce mélange de solitude feutrée et de dialogue spontané. Des écrivains comme Schnitzler ou Zweig y trouvent leur second bureau. À Paris, au tournant du XXe siècle, les cafés de Montparnasse ou de Montmartre deviennent le théâtre de l'avant-garde. C'est dans ces lieux que naissent les grandes écoles artistiques, cubisme, surréalisme, existentialisme. On y croise Picasso, Apollinaire, Sartre, Beauvoir. Le café est à la fois boisson, décor et catalyseur. Mais cette effervescence culturelle ne masque pas une autre révolution, l'industrialisation du café. Avec la révolution industrielle, la consommation change d'échelle. On apporte davantage, on torréfie en masse,
on emballe en vendant les grandes surfaces. À la fin du 19e siècle, le café entre dans les foyers grâce à la cafetière domestique, puis au café moulu préemballé. La boisson devient un rituel quotidien pour des millions de personnes à travers l'Europe et l'Amérique. Au XXe siècle, une autre innovation bouleverse le rapport au café. Le café instantané. Né au début du siècle, mais popularisé dans les années 40, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, il répond à une demande nouvelle. Rapidité, simplicité, efficacité. Plus besoin de filtres, de percolateurs ou de cafetières italiennes. Quelques cuillères, de l'eau chaude et la boisson est prête. C'est aussi l'époque des grandes marques. Nescafé, Lavazza, Maxwell House. Le café devient un produit mondialisé, standardisé, pensé pour répondre à la logique de masse. La publicité entre en scène, les slogans envahissent les écrans, les cafés deviennent des produits de marketing autant que des rituels culturels. Ainsi, le café entre pleinement dans la modernité. Il suit les révolutions intellectuelles, accompagne les luttes sociales, inspire les artistes, mais se soumet aussi aux lois du marché, à la cadence de l'usine, à l'accélération du temps. Il est, à lui seul, le reflet de cette époque ambivalente, où l'on rêve en pensant vite, où l'on travaille en buvant noir, où l'on écrit, dans le tumulte des cafés, tout en regrettant parfois leur silence d'antan. Si le café est aujourd'hui universel, sa présence dans le quotidien varie profondément selon les pays. Chaque région l'a adopté, réinterprété, parfois ritualisé, faisant de cette boisson un miroir des sensibilités locales. Au Japon, terre de raffinement et de lenteur, le café n'a pas chassé le thé. Il s'en est inspiré. On y trouve des cafés où la préparation d'un siphon de café prend plus de 10 minutes, dans un silence presque religieux. Dans certaines maisons spécialisées, le service est codifié, le geste précis, la tasse choisie selon la température et l'arôme. Le café devient alors une expérience sensorielle complète, où l'on contemple autant qu'on goûte, une cérémonie du café dont l'esprit du shanoyu, où l'instant compte plus que la caféine. En Italie, le rapport est tout autre. Le café est un rite court, puissant, enraciné dans le quotidien. L'espresso, pris debout au comptoir, en quelques secondes, ponctue les journées avec une régularité presque sacrée. Le barista devient un personnage central, garant de la qualité, presque prêtre d'un culte national. Refuser un café, c'est décliner un lien social. Offrir un espresso, c'est ouvrir une conversation ou parfois la seule chose qu'on partage. En Turquie, le café est héritage et fierté. Préparé longuement dans une petite casserole de cuivre appelée sève, le café turc est dense, fort, souvent accompagné d'un verre d'eau et d'un lokum. Il ne se filtre pas, il se décante, il se déguste lentement, en laissant le marque prédire l'avenir. L'UNESCO l'a reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, soulignant son rôle dans l'hospitalité, les échanges sociaux, les rituels familiaux. En Turquie, on ne sert pas seulement une boisson, on honore un invité. En Amérique latine, la relation au café est double. On y est à la fois producteur et consommateur. Du Brésil à la Colombie, en passant par le Guatemala, le café façonne les paysages, les économies, les récits familiaux. Il représente le labeur des petits producteurs, les récoltes saisonnières, le lien à la terre. Mais il est aussi la boisson du matin, du repas partagé, des longues discussions. On y boit souvent un café plus léger, parfois sucré, appelé tinto ou cafezinho, selon les pays. Dans les zones rurales, il est souvent préparé de manière artisanale. Dans les villes, il s'invite dans les nouvelles vagues de torréfaction. Au Maroc, le café n'est pas seulement une boisson stimulante, il est aussi un mélange aromatique et culturel qui reflète les influences africaines, arabes et andalouses du pays. Traditionnellement, il est préparé avec une mouture très fine, puis infusé lentement avec un bouquet d'épices parfumées telles que la cannelle, la cardamome, le clou de girofle, parfois même un soupçon de noix de muscade ou de poivre noir. Cette infusion épicée, souvent servie lors des grandes occasions ou pour accueillir un invité, transforme le café en expérience sensorielle, intense, chaleureuse, enveloppante. Le sucre y est souvent généreusement ajouté, et le café est servi dans de petites tasses épaisses, accompagné de douceur ou de fruits secs. Bien plus qu'un simple rementant, ce café aux épices devient un rituel d'hospitalité,
un marqueur de convivialité, un symbole de générosité marocaine. Dans les villes modernes, les cafés ont changé de forme. Ce ne sont plus uniquement des lieux où l'on consomme, mais des espaces où l'on travaille, échange, crée. Les tiers-lieux, ces cafés de coworking, brouillent les frontières entre vie professionnelle et personnelle. On y croise des freelances, des étudiants, des entrepreneurs, tous réunis autour d'un Wi-Fi puissant ou d'un bon espresso. Ces lieux réinventent la fonction sociale du café, renouant avec l'esprit des cafés du XVIIIe siècle, mais dans un monde numérique et mobile. En parallèle, le café est devenu un terrain de lutte éthique et écologique. Face à la pression des monocultures, à la pauvreté des petits producteurs, à la déforestation et aux émissions liées à la chaîne logistique, des alternatives ont émergé. Le commerce équitable cherche à garantir un prix juste aux cultivateurs. Le café bio, sans pesticides, tente de limiter l'impact environnemental. Des coopératives paysannes revendiquent une souveraineté agricole, tandis que certains torréfacteurs privilégient le transport maritime à la voile ou des emballages compostables. Chaque tasse devient alors un acte de conscience, un geste engagé, ou du moins un compromis entre plaisir et responsabilité. Mais dans cette prise de conscience collective, un autre courant s'affirme, celui du retour aux origines, du respect du produit, de sa singularité. C'est le mouvement du café de spécialité, porté par des torréfacteurs artisanaux, des baristas passionnés, des consommateurs curieux. À l'image du vin ou du thé, le café est désormais goûté, noté, commenté, en fonction de son terroir, de sa variété, de sa méthode de récolte ou de séchage. Le vocabulaire change, on parle d'acidité florale, de longueur en bouche, de profil aromatique. On redécouvre les origines oubliées, des variétés anciennes, des méthodes douces d'extraction comme le V60 ou l'aéropress. Et pourtant, malgré ces évolutions, le paradoxe demeure. Le café reste un plaisir quotidien, simple, accessible, chaleureux. Mais il est aussi l'un des produits agricoles les plus mondialisés, soumis aux fluctuations des marchés, au dérèglement climatique, à la précarité des petits producteurs. Chaque gorgée que nous buvons dans un bistrot, un coworking ou une station-service est le fruit d'un parcours complexe, traversant continents, mains, machines, réglementations. Ainsi, le café contemporain est un miroir de notre époque, à la fois ancré dans la tradition et projeté vers l'innovation. Banal et raffiné, localement consommé, globalement produit, il incarne nos contradictions, nos aspirations, notre besoin de sens. Il n'a jamais été aussi présent et pourtant, jamais nous n'avons eu autant besoin de le comprendre. Il suffit d'une tasse fumante posée sur une table pour déclencher 1000 souvenirs, 1000 gestes répétés, 1000 pensées éveillées. Le café, depuis ses origines lointaines dans les montagnes d'Éthiopie jusqu'à nos comptoirs urbains ou nos cuisines modernes, n'a jamais cessé d'être plus qu'une boisson. Il a été spirituel chez les soufis du Yémen, social dans les qahwas d'Istanbul ou les cafés parisiens, révolutionnaire dans les cercles intellectuels du siècle des Lumières, colonial dans les plantations sous contrainte, industriel dans les rayons de supermarchés, et aujourd'hui, il est éthique, raffiné, mondialisé, miroir de nos tensions contemporaines entre confort, justice et durabilité. Le café raconte une histoire humaine, une histoire de circulation, de métissage, de lutte, de goût, de désir. Il unit le geste ancestral de la torréfaction aux préoccupations modernes du commerce équitable. Il traverse les classes sociales, les continents, les époques. Il accompagne la solitude comme le dialogue, la fatigue comme la création. Boire un café, c'est donc entrer en relation avec ceux qui l'ont cultivé, avec ceux qui l'ont préparé, avec soi-même et avec le monde.